Depuis des décennies, la fonderie Horn rejette des quantités inquiétantes d'arsenic et d'autres polluants dans l'air de Rouyn-Noranda. Depuis des décennies, la ville cultive une relation de dépendance envers cette même fonderie et même la mine qui existait à l'époque. Et donc, on appelle ça des company towns, des villes de compagnie, comme si la ville appartenait à la compagnie. Et vous allez écouter des témoignages intéressants. D'abord, des extraits du film Noranda, signé Robert Mondry et M. Cordec. La recherche a été faite par Richard Desjardins. C'était en 1984. Puis on a fait un montage, puis on a collé ça à des extraits de reportage de 2003, et pour constater que rien ne semble changer. 2023. Vers 6h, 7h le soir, là, que le gaz, qui lâche le gaz, là, tu es obligé de rentrer dans la maison puis de te dépêcher. Quand tu sors dehors puis que tu fais juste respirer puis que tu goûtes le soufre, tu sais que tu goûtes la mine dans ce temps-là. Nous autres, ça fait 19 ans qu'on est mariés, ça fait 19 ans qu'ils travaillent là. Il faut travailler quelque part. Si c'est pas un rendement, ça va être ailleurs. Il y a des problèmes partout, en fait. Ayant travaillé 45 ans à la mine, ça m'a permis de vivre puis de bien vivre. La technologie peut nous permettre de réduire l'exposition que subissent les travailleurs. Il s'agit donc d'obtenir les mêmes résultats à la fonderie de Noranda, afin que les problèmes que nous avons découverts chez les individus ne se reproduisent plus. Ça fait plus que 40 ans qu'ils savent qu'ils nous tuent à petit feu, là. Ce soir, à la librairie de 2460, notre nouveau segment cette année, je reçois Pierre Séré, auteur de Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn, publié chez Éco-Société. Un livre qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe à Rouyn maintenant, mais ça tout a commencé il y a près de 100 ans. Pierre Séré, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous bienvenue à notre émission. Merci de votre invitation. C'est un sujet d'actualité, c'est ce qui vous intéresse. Et ça tombe aujourd'hui, alors qu'on apprend par notre collègue Luneau en Abitibi, je la cite ici, là, que 5 fois plus d'émissions d'une ville enfumée par les feux de forêt, un pic d'arsenic le 5 juin cet été. Vous avez déjà... 517 nanogrammes. Oui, c'est plus que c'est 8 fois la norme. Mon Dieu! Ah, oui, bien, la norme cette année, 65 grammes, mais la norme nanogrammes, mais la norme québécoise, c'est 3. Oui. Et puis là, on parle de l'arsenic, mais c'est le cadmium. Ouais. La norme cette année, c'est 12 nanogrammes. Le 5 juin, c'était 45. Le plomb à 2847 nanogrammes. Ouais. Ça, c'est l'histoire qui se répète. Hein? L'histoire qui se répète, et c'est une histoire que vous avez fouillée, vous remontez au moment où les premiers Fondation de Rouyn, mais les premiers prospecteurs se trouvaient à Lais pour chercher ces métaux-là, chercher de l'or et tout ça. Et donc, vous dites que vous avez visité, vous avez cherché vos fantômes. Bien, retourner chez soi 40 ans plus tard, c'est aller à la recherche de ces fantômes. Vous savez que les premiers mots avant d'écrire ce livre-là, c'est des mots de Richard Desjardins. Ouais. C'est « Revenir d'exil comporte ses risques. Ouais. Revenir d'exil comporte des risques. Ouais. » Et effectivement, ça comporte des risques. Parce que là, vous venez de me faire voyager, par exemple, en me montrant ces images-là, le film Noranda. Moi, j'ai connu cette époque-là, j'ai connu cette gang de monde-là qui ont fait le film Noranda à l'époque. Vous venez de là, vous, moi, je viens de là, je suis né là. Je suis né en 59, ma mère est née là aussi. Dans les années 30. Mes grands-parents sont arrivés au milieu des années 20, c'est-à-dire la mine Noranda n'existait pas encore. La fonderie n'était pas encore construite. Mais les gens y allaient parce qu'on savait que là, c'était en train puis ils y allaient pour l'emploi, pour la job. Voilà, c'est ça. Alors, le début des années 80, le film Noranda est aussi collé sur une vaste étude qui a été menée à l'époque par le Mont-Sinaï, l'hôpital du Mont-Sinaï. Il y a 40 chercheurs et médecins qui sont débarqués à Rouyn-Noranda pour enquêter justement sur les conséquences du nickel, de l'arsenic, du cadmium, du plomb sur les organismes, sur la vie du monde. Alors, tout ça a été documenté par d'autres études scientifiques à la fin des années 70 et 80. Mais votre démarche remonte donc à la naissance même de ces villes-là, même des travailleurs immigrants qui venaient, qui ont essayé de se syndiquer, comme d'autres. Se sont syndiqués. On les a cassés. On les a brisés, écrivez-vous. Donc, pourquoi c'est important de remonter aux origines, dans le fond, de Rouyn-Noranda?
pour arriver Je voulais jusqu'à aujourd'hui? comprendre. Je me suis posé un certain nombre de questions. Le point de départ, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans, ce que vous venez de montrer. Ouais. C'est-à-dire, comment a été documentée toute cette question de la contamination, de la pollution, puis comment la santé des gens est affectée au début, il y a 40 ans, par toutes sortes d'études. On se retrouve 40 ans plus tard avec le même débat. Donc, c'est le point de départ de ma recherche et j'ai voulu placer les enjeux de la santé publique et environnementale dans une perspective historique. Donc, comment ça a commencé tout ça? Mais même en 1924, vous citez des rapports, on reconnaissait qu'il y avait des effets déjà désastreux sur la santé. Qui pouvait y avoir, oui, 1924, le gouvernement tachereau-libéral, et qui demande à la Noranda Mines, qui vient de se créer en 1922, qui leur demande de placer la fonderie un peu plus loin, à 40 km du bord du lac Ossisco, c'est-à-dire dans un canton qui s'appelle Destar. Et la Noranda Mines dit, pas question. On fait ça sur nos terrains, parce que c'est leur terrain. Là où a été fondé Noranda, c'est leur terrain, et sur le bord du lac Ossisco. Et si vous nous obligez à la Destar, il n'y aura pas de mine, puis il n'y aura pas de fonderie. Et c'est 100 ans d'histoire comme ça, de chantage, parce que tout le long, ce qui s'appelle Noranda Mines, aujourd'hui Glencore, joue au chantage. Alors, il y a plusieurs lignes, sinon 1 ou 2 chapitres sur Glencore. C'est un nom qu'on a beaucoup entendu. 34 000 fois cité dans les fameux Paradise Papers. Décrivez-moi Glencore, ces tentacules, pour que le public comprenne bien la force d'une entreprise comme ça. C'est une immense multinationale qui n'est pas juste une minière, c'est un trader, c'est un négociant. Alors, c'est une compagnie qui peut acheter et vendre n'importe quoi. Par exemple, pendant la crise sanitaire, l'offre et la demande, les pénuries qu'on a connues. Alors, eux autres embarquent là-dedans, vont jouer sur l'offre et la demande et se sont considérablement enrichis. Ils peuvent vendre et acheter n'importe quoi. Ils sont dans le milieu du pétrole comme celui des minières. Et les minières, bien, sont devenues une des grandes minières à travers le monde. Et c'est des gens qui ont subi des procès l'année dernière. Ça fait pas longtemps, en 2022, on subi des procès en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, en Afrique, condamnés à des centaines et des centaines de millions de dollars de pénalités pour corruption, détournement de fonds, délit d'initié. Ce sont des bandits à cravate. Mais c'est avec eux qu'on fait affaire, que les gouvernements actuellement font affaire. Mais et à qui on donne des subventions présentement. Et dans votre récit, au fond, au fil des cent années de Rouyn-Noranda, même avant que ça s'appelle Rouyn-Noranda, vous démontrez que comme c'est une compagnie, c'est une ville de compagnie. C'est comme si la compagnie possède tout, le conseil municipal, les services de police, elle dirige tout. Est-ce qu'on s'inscrit encore dans cette dynamique-là encore aujourd'hui? Il y a un pouvoir tentaculaire de Glencore sur la ville. C'est très clair que assez rarement, on a eu un conseil municipal à Rouen qui était indépendant du pouvoir économique, de la Chambre de commerce, de la Noranda Mines, devenue Glencore. Assez rare. Et Noranda, jusque dans les années 60, avait un maire qui était toujours, il appelle ça, élu par acclamation. Mais c'était les hommes de la compagnie. Le premier maire de Noranda, Murdoch, c'est le PDG fondateur de Noranda Mines. Et on se rend comme ça jusque dans les années 60. Voilà, fait qu'il y a une interaction, il y a un monde politique, il y a un monde d'affaires, celui aussi, donc, de la Noranda ou de Glencore, qui domine la vie économique et politique. Vous parlez du silence des élus, ça nous amène aux dernières élections. Parce que c'est un combat qui a été mené notamment par la députée du coin, Émilie Lessard-Terrien, qui a été défaite. Et dans le fond, vous révélez le fait que le candidat, M. Bernard, qui est élu maintenant, c'est un lobbyiste de compagnie minière. Ah oui, c'est un lobbyiste de compagnie minière. Et quand il était élu, il était encore sur le registre des lobbyistes des minières. Donc, on n'y échappe pas. Il y a une proximité entre le pouvoir politique c'est 100 ans d'histoire comme ça. C'est l'histoire tout le temps qui se continue dans ces mêmes paramètres. Cette domination du monde des affaires, du monde politique. La façon qu'ils l'ont joué contre Émilie Lessard-Terrien, ils se sont ligués, puis je pense qu'en quelque part, on porte un héritage, tous, et ceux qui résistent là-bas en ce moment portent un héritage qui est le même que celui qui combattait dans les années 30, comme le monde des affaires porte son héritage qui est celui dans Noranda Mines et sa façon de faire des affaires depuis 100 ans. Mais Mme Lessard-Terrien, elle a été battue. Donc, ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui ont voté contre cette idée-là. Toutes sortes de monde qui ont voté contre. Parce que M. Legault, à un moment donné, a lancé, bien, s'il faut fermer la mine, on la fondera, la fermera. Il a peut-être envoyé le message, faites attention, elle pourrait fermer parce qu'il y a des gens qui veulent, qui se battent pour la santé et tout ça. Donc, il est venu diviser la ville. Il y a même quelqu'un de la Legault. CSN. Oui, mais vous dites qu'il y a quelqu'un de la CSN qui a appelé à Québec solidaire pour que Québec solidaire dise à Mme Terrien de changer, de baisser le ton un peu sur ces questions-là. Ça veut dire que même le syndicat est de mèche.
Bien, jusqu'à quel point le syndicat était de mèche, Bien, bon, il protège faut les voir. travailleurs, Moi, il j'ai pas protège de- les jobs. Mais oui. Puis voilà, c'est ça. C'est que il y a beaucoup de puissances qui se sont liguées pour faire tomber Émilie Lessard-Terrien, qui, elle, n'a pas perdu dans son vote. Elle s'est maintenue à peu près à 33-34 %. Mais ils sont allés chercher l'ancien député libéral. Ils ont fusionné ces affaires-là. Il y a des... Qui est un ingénieur les minier. plus proches conseillers de François Legault étaient sur le terrain au mois d'août pour organiser cette campagne-là. Alors- Et pour diviser la ville. D'accord. Diviser la ville, toujours. Alors, Voyage au bout de la mine, c'est un vélo, c'est une enquête historique. Et là-dessus, merci d'avoir été avec nous, Pierre Séré. Merci à vous, madame. Merci. Au revoir. Bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.